Bonjour, docteur Linda Fouque. Bonjour, Marie-Chantal. On est dans votre bureau à la Villa Latour, magnifique villa sur les hauteurs de Cimiez à Nice. Et nous commençons donc une rubrique qui va s'appeler, que j'ai appelée Beauty Clinique. Et nous ferons aussi un autre versant de cet aspect de la beauté dans le domaine de l'industrie avec votre sœur, Pia. Pour l'instant, on commence par le début et on va rester très factuel, très descriptif sur ce qu'apporte le soin. Qu'est-ce qui se passe essentiellement? Donc là, nous avons vu sur une patiente tout à l'heure un laser. Alors, nous commençons par ça. Qu'est-ce qui se passe dans la peau quand on fait du laser? Déjà, si vous pouvez me décrire le laser que vous avez fait. Et dans un second temps, qu'est-ce qui s'est passé sous la peau? En général, les lasers sont là, ont des cibles. Et à chaque cible correspond un laser différent. Si vous voulez traiter des rougeurs, des vaisseaux, vous avez plusieurs sortes de lasers. Je ne vais pas vous donner les noms. Et puis, si vous avez à traiter des taches, vous avez d'autres lasers. Et vous avez également des lasers pour les poils. Et des lasers aussi qui sont là pour aussi abraser la peau, si vous voulez, pour relisser la peau, ce qu'on appelle des lasers de resurfacing, ou de relissage. D'accord. Donc, à chaque cible correspondante, elles sont là pour détruire une cible. Donc, on va détruire des vaisseaux qui sont trop visibles, des taches qu'on ne souhaite plus voir, ou par exemple des rides qu'on veut éliminer, ou le laser d'épilation. Donc, on est dans un mode agressif en utilisant des longueurs d'onde qui fonctionnent essentiellement avec de la chaleur. Ces lasers émettent de la chaleur. Et le but, ça sera justement, et c'est pour ça d'où la technicité des lasers et des meilleurs lasers possibles, pour qu'ils ne touchent que la cible, non pas l'environnement immédiat. Ne pas avoir de risque de brûlure. C'est pour ça qu'on demande, avant toute séance de laser, que la peau ne devienne pas une cible, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bronzage. Donc, en général, il ne faut pas aller au soleil ni avant le laser, ni après le laser, durant la durée des soins. Dans l'utilisation du spectre de la lumière, donc vous avez les lasers qui fonctionnent effectivement avec un mode agressif, surtout sur le mode chaleur, et vous avez aussi un nouvel outil qui est en train d'apparaître sur le marché, qui est très prometteur, et qui sont l'utilisation du spectre de la lumière visible, mais sur un mode froid, ce qu'on appelle les lasers à basse énergie, et les LED. D'accord. Je pense que dans le futur, tout le monde, chaque cabinet médical, pratiquement de toutes les spécialités confondues, utilisera les LED, et également, vont apparaître également des home devices, c'est-à-dire des LED à domicile. Parce que les LED ont des actions sur la cellule elle-même, qui est un mode qui est un mode de fonctionnement beaucoup plus physiologique, donc qui va se rapprocher du mode de fonctionnement de la lumière, parce qu'on vit tous dans un environnement lumineux, donc toutes les cellules sont soumises à cette lumière et ont à l'intérieur des cellules qui contiennent des photoaccepteurs, c'est-à-dire des molécules qui vont interagir avec la lumière et entraîner un certain nombre de réactions. Dans le cas des LED, la principale cible, c'est la mitochondrie, c'est le cœur de la cellule. Le cœur de la cellule, c'est l'organelle qui est là pour fabriquer de l'énergie, qui fabrique de l'ATP. Il y a d'autres actions. Alors l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est le moteur. C'est ce qu'on appelle, ce que Tina Karuk, qui est une grande chercheuse russe, qui a travaillé sur la mitochondrie, elle appelle le fuel de la cellule. Voilà. Exactement. On ne peut pas mieux dire que ça. Je n'ai pas trouvé d'autres termes meilleurs à ce jour. C'est pour ça que je la cite volontiers. D'autant plus qu'elle est membre honoraire aujourd'hui d'une société savante qui a été créée dans le Sud, et qui s'appelle la LED Academy, et qui est aujourd'hui internationale et qui regroupe les plus grands chercheurs du monde entier sur la LED. Donc sur l'utilisation de cette lumière à but thérapeutique et effectivement une grande partie également
esthétique. Oui, Linda, moi je me pose une petite question de débutante. Quand on me parle de LED, je pense en ce moment, en l'occurrence, aux petites lumières qui clignotent sur les sapins de Noël. Alors, effectivement, c'est une lumière à basse énergie. Effectivement, Oui. c'est qui est utilisée en éclairage essentiellement, Oui. sur les voitures, tout le monde connaît. Mais en thérapeutique, les LED, on va avoir des longueurs d'onde spécifiques avec et en fait, sont fabriquées à partir de terres rares. Et la LED d'éclairage n'a pas du tout, ne ressemble pas du tout à une LED thérapeutique. Là, c'est pas du tout ça. En fait, on va utiliser des terres rares qu'on trouve actuellement essentiellement en Chine, et pour aller dans une certaine longueur d'onde qui va reproduire le spectre lumineux. C'est-à-dire qu'on va utiliser les longueurs d'onde de l'arc-en-ciel, par exemple, ce qu'on appelle le spectre visible, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, et on utilise aussi de l'infrarouge qui n'est plus pas visible. Donc c'est toutes ces longueurs d'onde qu'on va retrouver dans les LED. Et aujourd'hui, le challenge et la recherche se base sur l'utilisation de la meilleure longueur d'onde possible pour telle ou telle maladie, tel ou tel problème en fait. Donc on est, si vous voulez, au début de cette technologie. Aujourd'hui on tâtonne, les recherches se font, mais c'est dans 20 ans qu'on aura la maîtrise totale de cette, enfin je pense, la maîtrise, comme aujourd'hui on a la maîtrise du laser. Je pense qu'il va falloir une bonne vingtaine d'années, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres grands professeurs éminents qui reconnaissent l'intérêt de cette nouvelle technologie, mais en sachant très bien, en restant modeste là-dessus, en sachant qu'on a beaucoup de travail à faire. Et ce qui est intéressant justement, c'est d'aller sur une ouverture qui nous arrive, d'une nouvelle façon de voir les choses et de traiter d'une autre façon. L'effet de cette lumière, quelle est son influence sur la mitochondrie? Qu'est-ce qui se passe? Elle lui donne un coup de fouet, elle la fait redémarrer, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, en fait, on a encore beaucoup à apprendre. Ce qu'on sait, c'est qu'on va un petit peu réveiller en quelque sorte, enfin agir sur un photoaccepteur qui est dans la membrane de la mitochondrie, et qu'à partir de là, il y a une cascade d'événements, de réactions en chaîne, effectivement très importantes, et qui vont au final redonner de l'énergie aux cellules. Donc en fait, on va travailler enfin sur les causes avant le vieillissement, avant qu'on ne la laisse pas s'éteindre, quoi. On la réveille tout le temps, on vient tout le temps un petit peu la piquer, et lui dire coucou mitochondrie, il faut que tu continues de travailler. Effectivement, les cellules avec l'âge deviennent paresseuses, donc il faut, d'autant on avance son âge, d'autant il faut avoir de la stimulation. Moi je compare un petit peu à un muscle, si vous laissez un muscle dormir, plus on avance en âge, plus il faut faire de gymnastique, plus il faut avoir de stimulation. Et pour les cellules de la peau, c'est exactement la même chose. Donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans une auto-régénération, donc la self-régénération, et qui est à la fois quelque chose qui est très équilibré. On rentre dans l'homéostasie des cellules, donc il y a une autorégulation apparente, mais bon, tout ça, ce qui fait dire aujourd'hui qu'elles ne sont pas dangereuses et qu'elles n'ont pas d'effet secondaire. Bon, mais tout reste à prouver. C'est un petit peu des petites notions qu'on a comme ça, mais on a énormément de travail à faire justement pour prouver tout ça, pour être sûr de ce qu'on fait, et en tous les cas, là, on avance qu'en fonction des preuves qu'on a eues cliniques. Et step by step, au fur et à mesure. Mais là, on fait allusion enfin, vous faites allusion sur l'homéostasie. On peut dire que l'homéostasie, vous me dites si je me trompe, c'est l'équilibre entre les pH, acido-basique. C'est ça l'homéostasie? Quand je parle d'homéostasie, je parle d'un équilibre, d'un bio-environnement. C'est-à-dire, c'est l'environnement de la cellule, c'est pas forcément le pH l'homéostasie pour moi. Bon, très bien. Le pH rentre dans l'homéostasie, mais pour moi, c'est pas que le pH. Plus on avance là-dedans, et plus c'est très complexe, y compris pour la nutrition, y compris pour tous les équilibres du corps, et à chaque fois, trop d'un côté ou trop de l'autre, c'est mauvais. Il
faudrait faire une approche systémique, alors un petit peu la beauté intérieure, un petit peu, on va en parler, la beauté extérieure, pour que l'environnement de cette cellule soit équilibré, c'est ça? En fait, il faut vraiment travailler sur l'état, sur l'environnement, y compris de notre corps, de l'environnement autour de nous. Tout le monde n'est pas pareil, il y a des facteurs aussi génétiques. Quand on veut faire vraiment du sur-mesure, ça devient très compliqué. Bon alors donc Linda, on termine sur ces prémices des émissions qu'on va faire en 2015. Donc alors je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci infiniment pour cette belle introduction. Et puis donc vous allez nous sortir de l'ignorance au fur et à mesure avec tout ce qui est de l'ordre de l'industrie de la beauté et puis aussi de la chimie de la beauté avec tous ces ce magnifique univers skin qui a des crèmes extraordinaires. Et on va s'occuper de cette mitochondrie. Voilà. Le mystère, hein. Eh oui. Infiniment merci. Alors à l'année prochaine. C'est comme les séries, il faut toujours qu'il y ait un peu de suspense. Ah oui, vous avez raison. Alors à très bientôt et merci infiniment.